Depuis des milliers d'années en agriculture, on utilise de l'engrais. C'était d'abord du fumier, puis plus récemment, des engrais de synthèse. Mais trop d'engrais, ça finit par polluer les cours d'eau et l'atmosphère. Aujourd'hui, on vous emmène visiter une ferme au Dakota du Nord qui a réduit ses apports en fertilisants au point de s'en passer complètement. La ferme est désormais plus rentable et on vous montre pourquoi. Auparavant, je ne m'attardais pas vraiment à savoir ce qui se passait sous nos pieds. Quand on prend une poignée de sol, il y a presque toujours un ver de terre ou deux. Il y a plus d'êtres vivants dans cette petite poignée qu'il y a d'humains sur la planète. Il faut vraiment traiter le sol comme un écosystème vivant, parce que c'en est un. On fait pousser différentes choses. Des pois jaunes, du lin, de la moutarde, de l'orge, de l'avoine. On sème une variété de blé patrimonial, le rouge de Bordeaux, de l'épeautre et de l'orge égyptienne à grains nus. La ferme est gérée par ma femme Diana et moi-même. On est les travailleurs en surface. Mais récemment, on s'est aussi mis à employer une imposante main-d'œuvre souterraine. La main-d'œuvre souterraine, ce sont tous les micro-organismes, les petites créatures qui vivent dans le sol et qui travaillent fort pour fournir les nutriments pour nos cultures parce qu'on n'utilise pas d'engrais. Une ferme de cette taille-là où on n'applique pas d'engrais, c'est extrêmement rare. Quand on regarde l'utilisation des fertilisants dans le monde depuis le milieu du 20e siècle, en gros, la courbe n'a fait que monter. On utilise toujours plus d'engrais. Mais chez Kelly et Diana, c'est le contraire. L'élément déclencheur pour nous, c'est quand on venait tout juste d'avoir notre premier bébé. Chaque fois que Kelly franchissait la porte, notre bébé se mettait à pleurer et si le bébé pleurait, c'est parce que son père n'était jamais à la maison. Aujourd'hui, ils cultivent 2200 acres. Mais avant, leur ferme comptait presque 3 fois plus de terre, dans un rayon de 80 km. Ça faisait beaucoup de déplacements. Longtemps, j'ai essayé de tout maîtriser. J'allais au-devant de chaque maladie, chaque insecte. Je surveillais chaque petite tache sur les feuilles et je trouvais un produit pour tuer le ravageur. Il y avait toujours quelque chose que je pouvais acheter, mais aucune de ces solutions n'était gratuite. En agriculture, les coûts de production sont très élevés. Tout augmente chaque année. La machinerie, les fertilisants, les insecticides. Et ces dépenses-là nous maintiennent dans une spirale. On veut produire plus pour gagner plus, mais en fait, il y a tellement de dettes que quand on a une belle récolte, la majeure partie des revenus sert à payer les fournisseurs d'intrants. That when we do raise big crops, most of the income goes to pay the input suppliers. À un moment donné, vers 2014, on s'est demandé ce qui se passerait si on arrêtait de mettre des produits. Est-ce que la nature viendrait rééquilibrer le système? Qu'est-ce qui arriverait? Je voulais voir ce que le sol pouvait fournir par lui-même. Kelly choisit alors une petite superficie, 500 acres, où le taux de matière organique est assez élevé. La terre est belle à cet endroit. Sur ces 500 acres-là, on a tout arrêté, puis on a juste observé. D'un coup, la pression des maladies et des insectes a diminué un peu. Comme il n'a pas mis de fertilisant, les mauvaises herbes n'ont pas reçu d'engrais, elles non plus. Elles sont donc plus petites et causent moins de dommages.
À la récolte, ces cultures-là étaient un peu moins hautes, mais sur les cartes de rendement, il n'y avait pas tellement de différence. Alors je me suis dit, si on peut obtenir quasiment les mêmes rendements sans mettre tous les intrants et avoir tous les problèmes, on devrait essayer ça à la grandeur de la ferme. On n'a pas éliminé les fertilisants du jour au lendemain parce que les sols étaient habitués d'être nourris à la petite cuillère. Depuis 2019, on n'applique ni fumier ni engrais chimiques. La transition a pris 5 ans. D'entrée de jeu, Diana et Kelly ont parlé de leur main-d'œuvre souterraine. Ces micro-organismes-là, ils ne les achètent pas. Ils vont les récolter sur leur propre terrain, dans des secteurs qui n'ont jamais été cultivés. C'est ici que les baies d'amélanchier sont toujours meilleures. Dans ce coin-ci, les amélanges sont particulièrement bonnes. Elles sont plus sucrées, plus grosses qu'ailleurs. Donc, il y a quelque chose ici qui produit de meilleurs fruits. La matière est recyclée, ça crée de la nourriture pour les arbres qui produisent des fruits année après année sans qu'on les fertilise. On vient de sortir du boisé, et là, on est dans un début de prairie. Alors, ça nous indique qu'ici, c'est une communauté microbienne différente. Alors, on va aller là-bas prélever quelques centimètres de sol. On peut entendre les racines qui se brisent. Le sol est très différent de ce qu'on voyait sous les arbres. Mais avant d'introduire les micro-organismes dans les champs, il faut d'abord en faire une solution. Et c'est ici que ça se passe. Dans son garage, transformé en atelier maison, Kelly cultive et fermente des micro-organismes indigènes à partir des échantillons de sol recueillis sur son terrain. Je vais laisser fermenter ce mélange pendant 24 heures. Et après, il aura l'air de ça. Tous ces organismes vivent dans nos sols indigènes. Ils sont déjà sous nos pieds et plusieurs n'ont jamais été identifiés. Et quand ils le sont, c'est de manière isolée. La science n'a pas encore étudié comment ils collaborent les uns avec les autres. Mais ce qu'on sait, c'est que dans la nature, ils fonctionnent en parfait équilibre. Pour les garder bien en vie, il les nourrit entre autres avec de l'avoine qu'il fait pousser sur sa ferme. Je vais prendre un peu de cette terre et je vais la mettre dans ce sac. On va prendre tous ces microbes, toute cette population qui existe déjà de manière équilibrée dans la nature, et on va la multiplier. Beaucoup. Chacun de ces contenants équivaut à environ 1000 acres. Donc ici, on a assez de micro-organismes indigènes pour couvrir 3000 acres. Avant, on aurait eu besoin de 250 tonnes d'urée. Donc, on a remplacé des tonnes d'intrants par des onces de micro-organismes indigènes. À l'autre bout de la ferme, ces micro-organismes trouvent leur chemin jusqu'aux semences. Grâce à un simple pulvérisateur, la solution est appliquée sur les graines qui montent jusqu'au chariot des semis. Contrairement aux semences recouvertes d'insecticides et de fongicides, celles-ci sont enrobées de vie microbienne. Ça vient complètement changer la donne. Enrober les semences, c'est une façon simple d'incorporer le micro-organisme au champ. Tous les fermiers ont de l'équipement pour semer, donc si on applique les micro-organismes sur les graines, ils vont sécher, tomber en dormance jusqu'à ce qu'on les mette dans le sol.
Ils vont alors se réveiller et être là quand la graine va germer. Wake up and be there to work for Ils vont that apporter des plant. nutriments, vont décourager les ravageurs et aider la plante à lutter contre les maladies. It's going to bring pest suppression. It's going to bring disease suppression to the plant. Cette façon de faire, inspirée notamment de l'agriculture naturelle coréenne, est étonnamment rentable. So it's pennies to the acre. Ça coûte quelques cents à l'acre. We have Autrefois, on dépensait des milliers de dollars seulement pour l'engrais. fertilizer. So, Ça pouvait nous coûter facilement 250 000 $ par année pour fertiliser nos champs. like we used to would have been On a fait des pas de géants depuis 12 ans. So we're leaps and bounds away from where we were 12 years ago. Mais les Lozenski n'hésitent pas à le dire, les rendements ne sont plus ce qu'ils étaient. Ils se maintiennent dans la moyenne de leur région, mais rien pour gagner des concours. Those yields were pumped up on what Nos rendements ont baissé, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais avant, ils étaient gonflés par ce que j'appelle des stéroïdes. What we are finding On exploitait le sol au-delà de ses capacités. yield, less yield, yes, Ce qu'on remarque, c'est que les rendements sont moindres, mais ils sont plus constants. input costs. So Et nos dépenses d'intrants ont baissé, alors pour nous, c'est plus rentable d'avoir un peu moins de grains parce qu'on a beaucoup moins de we don't dépenses. have the cost of all of the inputs going into it. On pourrait penser qu'avec une approche comme celle-là, leur ferme est en régie biologique, mais ce n'est pas le cas. Ils dépendent encore du glyphosate, un herbicide. Ils ont réduit de 50 % les apports, mais ils en ont toujours besoin pour se débarrasser des mauvaises herbes, parce qu'ils ne labourent plus la terre depuis des années, justement pour ne pas perturber la vie microbienne qu'il y a dans le sol. Ils sèment directement dans les résidus de culture de l'année précédente ou dans une culture de couverture. C'est important d'avoir des résidus de culture. Un sol à nu devient trop chaud dans le jour et la nuit ou durant l'hiver, il est trop froid. Les micro-organismes du sol ne peuvent pas survivre à ces extrêmes. Il faut garder une couverture isolante à la surface du sol et ça protège aussi du vent. Ce n'était pas le cas dans les champs de ses voisins. Ce jour-là, on pouvait voir des nuages de précieuses terres arables s'envoler au loin. Dans leur nouveau système, les Lozenski ne sèment plus d'OGM comme le maïs et le canola, trop gourmands en intrants, mais se sont tournés entre autres vers des grains anciens. Ça, c'est toute la paille de notre blé ancestral. Il en produit beaucoup par rapport au grain qui est récolté. On s'est tourné vers cette génétique ancienne pour pouvoir laisser plus de paille au sol. C'est de la nourriture pour les microbes et les champignons qui vont décomposer tout ça et en faire de la matière organique. Au final, on redonne plus à la terre que ce qu'on prend. The birds Les oiseaux sont un indicateur que le système est équilibré. balance in our system, and so Depuis qu'on ne met plus d'insecticides, on voit plus d'insectes. Et les oiseaux sont de retour parce qu'il y a de la nourriture pour eux. have come back because there is food here. Ce n'est plus seulement une ferme, Longer c'est un écosystème. it becomes an ecosystem. Ce que les fermiers Diana et Kelly Lozenski au Dakota du Nord ont compris, c'est que les plantes ont beaucoup moins besoin de nous qu'on pourrait le croire. Mais comment elles arrivent à bien pousser et à se nourrir par elles-mêmes, jusqu'à tout récemment, c'était en partie un mystère que la science n'avait pas encore élucidé. Et vous allez le voir, cette découverte bouscule l'idée qu'on se fait des plantes. On va entrer ici et voir quels champignons on peut trouver sur le bois, les souches, les branches. Quand on cherche des champignons dans la forêt, on se déplace un peu comme des cerfs qui broutent. Et on va d'un bout de bois à un autre. Tous les mardis, ce cours de mycologie à l'Université Rutgers au New Jersey se déroule en plein air. Oh, yeah, look at that. That's definitely something. Looks like a little ascomycete. Studying fungi. Étudier les champignons,
Ça nous montre qu'il existe un vaste domaine dont on ne connaît pas grand-chose. Et on peut dire la même chose des plantes, comment ils utilisent les microbes. Le lien entre la croissance des plantes et les endophytes, c'est un domaine immense et mystérieux. Les endophytes, ce sont tous les champignons, les microbes, les bactéries, les algues microscopiques qui vivent à l'intérieur des plantes. Le professeur James White les étudie depuis des décennies. Quand on mentionne les microbes, on pense à quelque chose de mauvais, pas vrai? Il faut les contrôler. On n'en veut pas sur nos mains. Il faut se désinfecter tout ce qu'on touche. Mais en fait, on est rempli de microbes, et les plantes aussi. Dans cette forêt, aucun engrais n'a jamais été appliqué. Si ces plantes sont si grandes, c'est grâce aux micro-organismes. Elles utilisent leur microbiote, elles incitent les microbes du sol à faire ce qu'elles veulent. C'est un champignon saprophyte. Il dégrade le bois et vous allez toujours le rencontrer sur des chênes. Quand j'étais étudiant, la vision qu'on avait était assez statique. Il y avait une plante avec peut-être un champignon à l'intérieur, mais on ne savait pas trop ce qu'il faisait. Ce n'était pas une interaction très dynamique. Mais il y a quelques années, le professeur White a fait une découverte révolutionnaire. Les plantes cultivent des microbes comme les humains cultivent des plantes. Les plantes sont capables d'agir par elles-mêmes. Notre modèle agricole, c'est que nous faisons tout. Mais on n'a pas besoin de tout faire. Les plantes vont trouver les nutriments grâce aux micro-organismes si on les laisse faire. C'est dans ce labo, en regardant au microscope un petit poil qu'on trouve sur une racine, que le chercheur et une collègue sont arrivés à mieux comprendre comment les plantes se nourrissent. On travaillait sur des semis et on essayait de comprendre ce qui se passe avec les bactéries dans les cellules. Et c'est là qu'on a vu les bactéries sortir au bout d'un petit poil. Je n'en revenais pas. Pour la première fois, on a compris que c'est un cycle. Les micro-organismes, attirés entre autres par les sucres que les plantes sécrètent dans le sol, entrent par le bout des racines. Ils circulent dans la plante et seront éventuellement éjectés par les poils racinaires. C'est ce qu'on appelle le cycle de la rhizophagie. Rhizo pour racine et phage pour manger. Parce que les plantes absorbent des microbes pour les manger, en partie. Les parois cellulaires des microbes et des bactéries peuvent contenir une foule de nutriments essentiels aux plantes, comme de l'azote et du phosphore. La plante va en quelque sorte déshabiller les micro-organismes pour se nourrir de cette armure. Ils seront ensuite relâchés dans le sol où leur paroi cellulaire pourra se reformer. Une fois dans le sol, ils survivent. Alors, c'est comme si les plantes étaient agricultrices. Elles élèvent les microbes, les bactéries, les levures et les algues qui leur sont utiles. Mais les pratiques agricoles modernes mettent à mal ce lien essentiel entre les plantes et la vie microbienne. Le développement des végétaux ne se fait pas sans les microbes. Ils sont indispensables. Mais avec l'agrochimie, on change leur développement. Nos cultures poussent dans des conditions on ne peut plus artificielles, sans aucune autre plante autour. Ce sont des monocultures, en fait. On ajoute des produits chimiques pour les nourrir, alors que si on laissait les plantes faire, comme dans la nature, elles s'alimenteraient par elles-mêmes. On n'aurait pas besoin de toute cette chimie. Absorber des microbes, ça demande un effort aux plantes. Alors, à la longue, quand on leur donne directement de l'engrais, elles n'ont plus recours aux micro-organismes pour s'alimenter. On pourrait dire que les plantes sont paresseuses, mais elles sont pragmatiques.
À l'autre bout des États-Unis, Kelly Lozensky, le fermier du Dakota du Nord, est tombé par hasard sur la vidéo d'une conférence du professeur White. Ça m'a jeté par terre. Les plantes mangent des microbes, des bactéries, des champignons vivants. Jusque-là, je pensais qu'il fallait fournir à la plante ce dont elle avait besoin. Mais en fait, c'est elle qui contribue à la vie du sol. Pour moi, c'était un changement révolutionnaire. That really was a revolutionary change in my mind. Pour s'assurer d'avoir les cultures les plus résilientes possibles, les Lozensky n'achètent plus de semences. Chaque année, ils gardent une partie de leur récolte. Les graines qu'ils sèment ont donc déjà tissé des liens avec les communautés microbiennes de leur sol. On trouve que chaque année, nos semences sont mieux adaptées à notre ferme où il n'y a pas de fertilisants ni d'insecticides. So they are more resilient to drought, more resilient to pest Les grains résistent mieux aux ravageurs, à la sécheresse et aux maladies. Disease. Qu'est-ce que c'est, professeur White? C'est un épi de maïs avec quelques grains. Et dans ces grains, il y a des endophytes, des microbes à l'intérieur. On pense que les plantes transmettent aux semences les microbes les plus importants, c'est-à-dire ceux qui vont fortifier la jeune pousse, l'aider à survivre et à s'épanouir dans l'environnement. Fortify that seedling so that seedling can thrive in the environment, right? Le maïs est au cœur des recherches du professeur White, parce qu'avec le blé et le riz, c'est l'une des 3 cultures principales qui nourrissent l'humanité. Sur certaines semences de maïs, des microbes ont été ajoutés. Let's see what this looks like. Qu'est-ce qu'on a ici? See, this one you see no roots at all there. Sur cette plante, on ne voit pas de racines. C'est un cultivar commercial. Comparé à celui-ci, auquel on a ajouté des micro-organismes, on peut voir les racines qui émergent. On n'en voit pas sur celui-là. Étonnamment, bien avant l'invention du microscope, des peuples autochtones avaient saisi l'importance des microbes. Les Iroquoiens se servaient des racines de certains roseaux et d'autres plantes sauvages pour faire une décoction gorgée de micro-organismes. Ils avaient ce qu'ils appelaient la médecine du maïs. Ils récoltaient les microbes qu'on trouve sur les racines de certaines plantes sauvages. Ils mettaient ces racines dans l'eau et faisaient germer les grains de maïs dans ce liquide bourré de microbes. Dès que la racine émergeait, elle était colonisée par cette vie microbienne. Ensuite, ils plantaient ce maïs dans leurs champs. Si on ramenait des microbes dans nos cultivars, on pourrait réduire nos besoins en produits agrochimiques. Être moins exposé à ces produits, ce serait bon pour la santé humaine. Et on protégerait l'environnement. Il y aurait moins de polluants qui ruisselleraient vers les cours d'eau et moins de dommages à nos sols. Mais pour ça, il faut changer tout le système agricole. Trouver un moyen de faire pousser des cultures sans avoir besoin d'autant de chimie. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que l'agriculture est devenue dépendante des engrais et des pesticides. Les rendements ont bondi, les fermes se sont industrialisées. Mais aujourd'hui, avec l'effondrement de la biodiversité, l'épuisement des sols, on constate les limites de ce modèle-là. Ici, au Québec, certains dans le milieu agricole choisissent plutôt de miser sur la vie qui évolue sous nos pieds pour produire de belles cultures. Le sol, pour moi, en fait, c'est le salut de l'humanité, ni plus ni moins. Le sol a permis à l'humanité de se nourrir, et puis on le connaît très peu.
on a eu quand même un printemps plutôt tardif. Hein? Oui, il se faisait froid, hein? Ah, exactement. Là, écoute, j'ai envie de te montrer un truc. Je suis curieuse. T'attends de venir voir ça? Oui. On y va. Jean-François Lévesque est semencier. Oh, les belles laitues! Ben oui, écoute, les laitues sont heureuses parce que il y a des vers de terre. Ah! Moi, les vers de terre, là, ça a été vraiment l'élément déclencheur qui m'a amené justement à mieux comprendre comment les plantes établissent leur mode de nutrition. Il a passé une bonne partie de sa vie à faire pousser des plantes pour en récolter les graines. Il y a quelques années, un sac de vermicompost, du compost digéré par des vers de terre, lui met la puce à l'oreille. Au départ, c'est que sur les sacs de vermicompost, Ouais. le NPK, donc la charge fertilisante, c'est 1, 0,5, 1. Fait que, tu sais, tu pars du principe que C'est pas beaucoup. il n'y a rien là-dedans Ouais. en termes de nutriments, azote, phosphore, potasse. Mais là, quand tu regardes l'effet, wow! Là, tu fais comme il y a quelque chose, puis c'est sûrement pas de la magie. Mais il n'arrive pas à expliquer comment ces plantes peuvent être si belles avec un compost en apparence si pauvre. Puis un jour, je tombe sur une recherche scientifique d'un type qui s'appelle James White. Quand j'ai lu ça, j'ai fait comme « Yes! Enfin! J'ai une réponse à ma recherche. » James White, c'est ce chercheur américain qui a découvert que les plantes sont un peu comme des agricultrices. Elles élèvent des micro-organismes pour s'en nourrir. C'est un processus qui s'appelle la rhizophagie. Pour Jean-François Lévesque, c'est une révélation. C'est ça que James White est en train de nous expliquer, nous valider. La plante va se nourrir des micro-organismes du sol. Et le ver de terre dans l'histoire, c'est l'usine à micro-organismes. Un ver de terre, c'est simple, hein? C'est un tube digestif, c'est Ouais. une bouche, un anus. Puis ce qui ressort de là, en fait, on appelle ça les turicules, c'est chargé de bactéries qui permet justement aux plantes de pouvoir établir un mode de nutrition naturel. Mais souvent, chez les maraîchers, les cultures commencent leur vie dans des petites caissettes avant d'être transplantées en plein champ. Alors, comment s'assurer que là aussi, elles puissent compter sur les micro-organismes dont elles ont besoin? Si on arrive à mettre en place des bonnes pratiques, comprendre en fait comment le sol fonctionne. Jean-François Lévesque est convaincu que la solution passe par le terreau. Celui qu'il développe est déjà peuplé de petits êtres vivants. On retrouve principalement des bactéries, des protozoaires, des champignons. En fait, on appelle ça l'édaphon. Bon, à l'exception, bien sûr, des gros organismes. Il n'y a pas de vers de terre, il n'y a pas d'arthropodes non plus. Donc, des éléments qui vont mettre en place ce système de santé globale du sol. Alors que l'importance du microbiote pour la santé humaine ne fait plus de doute, on s'intéresse de plus en plus au microbiote du sol, qui a lui aussi des effets sur la santé des plantes. Pour moi, c'est comme une porte qui s'ouvre vers un monde, encore une fois, infini. C'est ça. On sent que tu es passionné. Avec l'agronome Charlotte Gillard-Laliberté, il participe à un projet de recherche pour tenter d'identifier les petits habitants qui peuplent ces terreaux. On utilise l'ADN environnemental, donc on extrait tout l'ADN du sol, puis à partir du code génétique, on peut connaître c'est qui était là, puis potentiellement qu'est-ce qu'il faisait en termes de micro-organismes. La vie microbienne du sol est responsable de plein de fonctionnalités du sol sur laquelle nos cultures, notre alimentation dépend. On ne sait pas encore toutes les fonctionnalités, mais je pense qu'on est à l'orée de ça. Même si le sol est le plus grand réservoir de biodiversité microbienne sur Terre, on connaît moins d'1% des micro-organismes qui y vivent. On sait qu'ils sont vraiment au centre de toute l'activité dans les sols. Mais je pense qu'on est encore beaucoup au stade cherche et trouve, au stade exploration, mais je pense qu'il y a un potentiel immense là, à découvrir. D'ailleurs, un peu partout, on cherche et on explore. Comme ici, dans cette ferme au centre du Québec. Avant de se retrouver au champ, ces semences de pommes de terre passent sous la douche. On a des biostimulants à l'intérieur du réservoir qui est là-bas. On a une culture de micro-organismes qu'on a faite ici à la ferme, puis des extraits d'algues qui servent justement là, à stimuler la croissance des racines puis du plant de pommes de terre. C'est comme un petit traitement là, de bichonnage qu'on fait à nos semences. C'est une technique qui peut se faire autant dans la pomme de terre que dans toutes les autres cultures. Là.
Comme chez les Lozenski, les fermiers au Dakota du Nord, on s'assure que les semences sont bien enrobées de vie. La recette n'est pas tout à fait la même qu'aux États-Unis, mais les objectifs sont similaires. Améliorer la santé du sol et des cultures et réduire les coûts de production. Au lieu d'avoir recours aux engrais chimiques, on s'assure donc que la plante a des alliés pour se nourrir à même le sol. Souvent, nos sols sont déjà quand même assez fertiles. Il y a beaucoup de minéraux qui sont présents dans nos sols, mais les plantes n'ont pas nécessairement la capacité d'aller chercher ces éléments nutritifs-là. Donc, on peut ajouter ces substances-là qui sont d'origine naturelle, biologique, qui vont augmenter la capacité d'absorption des cultures. C'est d'abord sur de petites surfaces que l'agronome et l'agriculteur ont testé cette approche. Un peu comme une police d'assurance, enrober les semences pourrait s'avérer particulièrement efficace lorsque les conditions météo ne sont pas idéales. L'été 2023, on a eu, comme un peu partout, énormément d'eau. À peu près le triple là, de ce qu'on a normalement durant l'été. Dans la parcelle où qu'on n'avait pas fait nos traitements de semences, on avait vraiment du petit calibre, là, des petites patates grelots, là, qui n'est pas un calibre qui est intéressant là, pour Samuel. Il n'y a pas beaucoup de marché pour ce type de patates-là. Puis dans notre parcelle où est-ce qu'on avait traité, on avait des patates de beau calibre. Là. Avec un coût d'environ 15 à 20 pour le traitement de semences, bien, ça se chiffrait autour de 30 à 40 000 de vente de pommes de terre. Là. Puis je m'attendais pas à ces résultats-là, pour être franc avec vous. J'ai été surpris, tout comme Samuel. Là. Le traitement de semences, je pense qu'il va venir stimuler le système de défense des plantes. Donc, dans des conditions comme ça extrêmes, qui sont d'ailleurs de plus en plus fréquentes, je pense que ça peut vraiment aider à avoir une culture qui est plus résiliente. Et les essais ne s'arrêtent pas là. Pendant la saison, on nourrit la plante via les feuilles avec une décoction à base de micro-organismes et d'oligo-éléments. Inspiré lui aussi par le professeur White, Félix Gobeil sent qu'un nouveau champ des possibles est en train de s'ouvrir. Ça fait longtemps, en fait, que l'agriculture et la fertilisation se résument à de l'azote, du phosphore et du potassium. Mais la nutrition des plantes, c'est beaucoup plus complexe que ça, puis c'est vraiment un travail de coopération avec les micro-organismes. Je sens qu'il y a un petit mouvement qui se met en branle, spécifiquement au niveau du traitement de semences, des méthodes, en fait, qui nous viennent de la nature, d'observer ce que la nature fait, puis d'essayer d'appliquer ça dans nos champs. Les plantes ont besoin de cohabiter avec la microbiologie. C'est comme ça que ça se déroule depuis 450 millions d'années. And we're at the point where I think humanity Je crois que l'humanité est à la croisée des chemins. Of the problem, and I think it's time. Il est temps de se pencher sur le microbiote et de ramener des micro-organismes dans nos cultures et dans nos sols. And build up our soils.